Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Au sommaire de cette émission, le conflit qui ravage le Yémen depuis 3 ans et demi. Pourquoi cette guerre? Qui en sont les acteurs? Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle engagé toutes ses forces contre la rébellion Houthi? Comment interpréter le silence des chancelleries occidentales alors que les violations du droit humanitaire s'accumulent? Nous irons enfin en reportage dans un camp de déplacés à la périphérie d'Aden où tout manque, eau, médicaments, électricité. On meurt au Yémen sous les bombes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, mais on meurt aussi de faim, de misère, à cause du choléra et parce que les bombardements aériens ont détruit des infrastructures vitales et la moitié des hôpitaux. La pire crise humanitaire du monde, soulignait récemment le secrétaire général des Nations Unies. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes. And this means 50 children in Yemen will die during today's conference, and all those deaths could have been prevented. Malgré l'urgence humanitaire, les réactions à Washington, Londres et Paris sont restées mesurées, presque gênées. Certains rappellent que les pétromonarchies sont parmi les meilleurs clients de nos industries militaires. Ainsi, rien qu'en 2017, la France a exporté pour 740 millions de dollars d'armement vers les Émirats et 660 millions vers l'Arabie Saoudite. Les USA ont signé avec Riyad en 2015 un contrat de 1,3 milliard, incluant des armements particulièrement destructeurs. C'est d'ailleurs une bombe téléguidée au laser qui a pulvérisé une quarantaine d'enfants dans un autobus le 9 août et 22 autres enfants encore 15 jours plus tard. Nous sommes entrés dans la 4e année de guerre au Yémen. Le 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite lance la plus grosse offensive militaire de son histoire. Aux commandes, Mohammed Ben Salman, le futur prince héritier, est alors ministre de la Défense. L'opération Tempête décisive cible Sanaa, la capitale du Yémen, tombée aux mains des insurgés. L'Arabie Saoudite a réuni autour d'elle une coalition hétéroclite. Des États arabes sunnites, Émirats, Qatar, Bahreïn, Koweït, Jordanie, Égypte, Soudan et Maroc. Et en Occident, les États-Unis, puis la France et le Royaume-Uni, tous importants pourvoyeurs d'armes de la coalition. Malgré leur imposante force de frappe, les Saoudiens et leurs alliés se heurtent à une rébellion tenace. Les Houthis, issus de la minorité chiite zaïdite du Yémen, contrôlent aujourd'hui près d'un quart du pays. Ils ont conquis Sanaa, la capitale. Les forces loyalistes, fidèles au nouveau président Abdrabbuh Mansour Hadi, occupent encore la plus grande partie du territoire. Aden est devenue la capitale temporaire du régime. Dans cette mosaïque yéménite, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et ses alliés djihadistes continuent d'étendre leur influence, profitant du chaos. Aux composantes tribales se superpose une autre confrontation régionale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Iran seul État à soutenir la rébellion Houthi. Si le royaume saoudien est entré en guerre, c'est qu'il ne supporte plus l'influence croissante du géant chiite dans toute la péninsule ces dernières décennies. Trois ans de guerre ont laissé le pays exsangue, un État failli de 28 millions d'habitants. Le Yémen occupe une position stratégique du monde. Tout d'abord grâce au port d'Aden et son contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb. Stratégique car c'est l'entrée de la mer Rouge. C'est par là qu'est acheminé l'essentiel du pétrole destiné au marché européen via le canal de Suez. Plus largement, le Yémen est sur l'une des principales routes maritimes de la planète, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Route fondamentale, quasi vitale pour les monarchies du Golfe, qui ont là pour leur pétrole un accès direct à l'océan Indien.
Bonjour François Burgat. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez vécu 6 années au Yémen. Vous dirigiez jusqu'en 2003 le Centre français d'archéologie et des sciences sociales à Sanaa. Avec quel objectif? Je dirigeais l'une des 27 structures qui s'appelle Institut français de recherche à l'étranger, mais qui accueille néanmoins des chercheurs de toute nationalité et surtout des Européens. Eh bien, sur place, au lieu de vendre la culture française et européenne aux Yéménites, nous étudions avec tout le spectre des disciplines des sciences sociales, depuis l'archéologie jusqu'à la politologie, nous étudions ces sociétés en partenariat avec nos collègues des pays d'accueil. Dans toute l'histoire des guerres au Yémen, il y en a eu depuis l'indépendance, il y a un paramètre tribal. Est-ce que cette grille tribale permet d'expliquer la guerre en cours aujourd'hui? Non. Je préfère qu'on se passe des tribus. Vous savez, lorsqu'on aborde l'étude de sociétés qu'on connaît moins bien que les autres, parce que le Yémen, c'est loin, bien sûr, on a tendance à vouloir s'accrocher à des explications un peu exotiques. Alors on dira, oui, il y a des tribus. Bon, moi, je préfère de bonnes vieilles explications. La crise au Yémen, elle commence à cause du bon vieil appétit de pouvoir du président déchu Ali Abdallah Saleh, qui est déposé en 2011 à la suite de ce mouvement populaire qui ressemble à tous les autres printemps arabes. Donc la guerre, elle commence par ce qu'on a appelé dans d'autres contextes l'État profond. Tous ceux qui sont restés fidèles à l'ancien régime, ils vont se servir de l'une des fractures qui existent dans la société yéménite. On dira peut-être que c'est les chiites contre... Et moi, je préfère dire que ce sont les gens du Nord qui se sentent un petit peu abandonnés. Cette fracture-là, elle va être instrumentalisée avec un cynisme rare par les tenants de l'ancien régime pour reconquérir le pouvoir. C'est ça le vrai début de la crise du Yémen à partir de 2012-2013. Et puis, vous avez aussi un mouvement irrédentiste, indépendantiste du Sud. Oui, alors j'ai esquissé l'idée que la première fracture, elle n'était pas forcément confessionnelle. Eh bien, on pourrait l'assimiler à la deuxième. Il y a aussi les gens du Sud qui s'estiment les perdants. Peut-être parlera-t-on tout à l'heure de cette circonstance tout à fait unique au Yémen, de la réunification de deux pays qui ont eu des histoires contemporaines différentes. Eh bien, les gens du Sud se sont estimés être les perdants de cette réunification. Et oui, lorsque le lien national, dans une crise comme celle que vit le Yémen, s'affaiblit, toutes les autres appartenances reprennent du service. Eh bien, les gens se réveillent avec une appartenance religieuse, une appartenance tribale, mais aussi une appartenance régionale. Et oui, l'irrédentisme, la volonté de retour à l'indépendance des gens du Sud est l'une des grilles d'analyse, est l'une des composantes de ce conflit. Et puis dans cette mosaïque, il y a aussi Al-Qaïda, il ne faut pas l'oublier. Al-Qaïda et Daesh, puisque l'un des fronts, ce n'est pas les groupes sunnites extrémistes contre le reste du paysage politique et contre le reste du monde, ils se battent entre eux aussi. Alors Al-Qaïda, oui, qui a une assise plus importante que Daesh. Pourquoi? Parce que le Yémen a été l'un des tout premiers terrains d'affrontement entre Al-Qaïda et les États-Unis. Et les méthodes des États-Unis qui ont consisté, on le sait peu quand même, mais à tuer éliminer plus de 2000 personnes avec des attaques par drone, ont donné à Al-Qaïda, à force de dommages collatéraux, une assise qu'elle n'a pas dans d'autres pays de la région. Donc c'est un peu aussi la guerre des Américains. C'est indiscutablement la guerre des Américains, surtout si on considère que les Houthis, qui se sont révoltés contre le pouvoir central en 2004, l'ont fait en partie à cause des mesures de rétorsion du pouvoir central à leur égard. Comment expliquer l'entrée en guerre de l'Arabie saoudite en mars 2015 ? Il faut l'expliquer parce qu'on a parfois le sentiment que les Saoudiens ne sont pas cohérents. En Tunisie, en Égypte, ils ont été du côté du manche, du côté des dictateurs, d'accord ? Et puis, en Syrie, aux surprises, ils sont du côté des révolutionnaires. Et au Yémen, ils ont été d'abord du côté du dictateur et ensuite du côté des révolutionnaires. Alors pourquoi ? L'agenda saoudien, à titre principal, c'est un agenda de conservatisme. Ils veulent discréditer toute révolte populaire qui pourrait se retourner un jour contre eux, sauf si l'un des deux camps de la révolution yéménite ou syrienne est dans une relation particulière avec l'Iran. À ce moment-là, ils se mettent dans le camp, fût-il révolutionnaire, de ceux qui combattent l'Iran ou qui pourraient être considérés comme des alliés de l'Iran.
Brièvement, que dire de cette coalition sunnite emmenée par l'Arabie saoudite? C'est un peu une coalition de façade, en quelques mots. C'est très, très volontariste, mais on sait déjà que le Pakistan l'a quitté, le Maroc traîne les pieds, le Soudan est là un peu comme un mercenaire qui fournit de la chair à canon. Et surtout, il faut bien rappeler que le Qatar, depuis juin 2017, n'en fait plus partie. Donc la coalition, bon, c'est l'Égypte parce qu'elle est l'obligée absolue financièrement des Émirats et de l'Arabie. La coalition, c'est l'Arabie saoudite et les Émirats. L'un combat au sol, les Émirats combattent au sol au sud, les autres combattent par l'arme aérienne au nord. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de revenir sur un moment charnière de l'histoire du Yémen. C'est pas souvent dans l'histoire contemporaine que deux pays se réunissent. C'était le cas des deux Yémen en 1990, 90 pour vous. Et c'est Kevin Gertsch qui nous raconte cette histoire. Un moment historique ce 22 mai 1990, après des décennies de division. Le nord et le sud du Yémen devenaient un seul et unique État, la République du Yémen. La ville de Sanaa est choisie comme capitale. Le nordiste, Ali Abdallah Saleh, ici à gauche, est nommé président. Le numéro 2 du sud, Ali Salem Al-Beid, accède lui à la vice-présidence. À cette époque-là, le Sud, République démocratique populaire du Yémen, se voyait privé du soutien d'une URSS au bord de l'agonie. Le seul État marxiste du Moyen-Orient était contraint de s'unifier avec son voisin du Nord, la République arabe du Yémen. Mais ce mariage ne fonctionne pas. Les deux Yémens, pourtant si proches, ne sont pas faits du même ADN. À la chute de l'Empire ottoman au début du siècle dernier, le Nord était convoité par l'Arabie saoudite. Il obtient son indépendance en 1918. La monarchie chiite est renversée par un coup d'État en 1962 et donne naissance à la République arabe du Yémen. Carrefour commercial important avec le port d'Aden, le Sud reste quant à lui sous protectorat britannique jusqu'en 1967. Cette année-là, les troupes britanniques se retirent et laissent place à la République démocratique populaire du Yémen, alliée de l'Union soviétique. Après l'unification, le Nord, 12 millions d'habitants, domine rapidement le Sud, seulement 3 millions d'habitants. L'union se passe mal, et dès 1994, le Sud engage une première guerre de sécession, prémisse d'une série d'affrontements meurtriers. Le sujet qu'on vient de voir amène deux questions. C'est pourquoi ce mariage n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il pouvait fonctionner? Puis la deuxième, est-ce que cet échec de la réunification permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Yémen? Pourquoi j'ai entendu l'expression ADN différent entre les deux sociétés et ne me plaît pas vraiment pour une raison très simple. Le Yémen du Sud est très grand si on y inclut le Hadramaut. Mais si on reste sur Aden, il faut rappeler que quand les Britanniques arrivent à Aden, il y a 3-4 000 habitants. Aden va être peuplé par les Yéménites du Nord qui viennent chercher du travail dans le port d'Aden. Donc on ne peut pas dire que ce soit deux sociétés qui soient... Bien sûr, elles ont ensuite connu des influences différentes, mais ce sont de bonnes vieilles rivalités entre des individus politiques qui expliquent l'échec de cette fusion, qui est quand même très importante parce qu'elle a permis au pays pendant 4 ans de vivre, de cohabiter, de faire cohabiter des forces qui étaient réellement concurrentes. Ce n'était pas un parlementarisme fictif. Donc ça, c'est important. Alors après... Est-ce que ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Oui, puisqu'on l'a déjà esquissé. L'une des fractures qui traversent la société yéménite du moment, ce sont les irrédentistes, les indépendantistes du Sud qui remontent le bout de leur nez. Et le paradoxe, et ça, il est important de le dire, c'est que les Émiratis les soutiennent. Les Émiratis, actuellement, soutiennent la création d'un État autonome au Sud, dont ils seraient un peu les parrains. Et ils le font contre, et de façon parfois explicite, contre l'attitude des Saoudiens. Il y a une petite tension actuellement entre les Émiratis et les Saoudiens. Les Émiratis ont accentué cette autonomie en prenant le contrôle militairement de l'île de Socotra contre l'avis du gouvernement yéménite qu'ils sont supposés rétablir dans son pouvoir. Donc c'est effectivement ce front du Sud, et les sudistes seront à Genève dans une semaine, est une des dimensions qui complexifie encore un petit peu plus la sortie de crise.
Et comment expliquer le soutien occidental, États-Unis, Grande-Bretagne, France, à cette coalition saoudienne? Est-ce que c'est pour des raisons purement mercantiles dont on parlait au début de cette émission? Oui, vous l'avez dit, bien sûr. Hein. Même si certains font remarquer que l'Iran est aussi un des destinataires de nos ambitions économiques. Mais bien sûr, c'est pour des raisons mercantiles. Les Émirats et l'Arabie saoudite, on ne peut rien leur refuser. Mais je crois qu'il faut ajouter à cela une considération plus idéologique. Ce conflit, c'est un petit peu le conflit des Houthis contre le reste du monde, des Houthis et de l'Iran contre le reste du monde. Donc à partir du moment où la visibilité de ce conflit est d'être un conflit anti-iranien, il plaît beaucoup à un petit pays très central au Moyen-Orient, l'État hébreu, il plaît beaucoup à son allié inconditionnel, l'administration américaine, et il ne peut pas complètement déplaire aux alliés de l'administration américaine. Et ça, c'est une dimension très importante. Tout de même, dans les parlements, au Congrès aux États-Unis, à Paris aussi, il y a des voix qui commencent à se faire entendre pour dire qu'il faudrait peut-être revoir nos alliances. Oui, depuis, je dirais, le mois de mai, les Français ont tiré les premiers avec un député de la majorité présidentielle, Sébastien Nadeau, qui a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. La preuve que ces efforts, si minimes soient-ils, commencent à porter leur effet, c'est que, vous savez, cette grande campagne contre la ville de Hodeïda qui a commencé au mois de mai, le port de Hodeïda devait tomber pour la première fois aux mains de la coalition et couper les Houthis de leur base d'approvisionnement. Eh bien, on n'en parle plus. Elle a été stoppée. Et même si tout cela n'est pas très explicite, on a des raisons de penser que les Américains et les Européens ont mis un bémol à leur soutien aveugle à la coalition dans cette bataille-là. Un dernier mot encore, très bref. Les pourparlers qui vont être entamés à Genève, il y a quelque chose à en attendre? Si on en croit l'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffiths, lui-même a dit, écoutez, n'attendez pas trop de choses, on va essayer de remettre la machine en marche. Ils vont se concentrer sur Hodeïda, ils vont essayer de donner un statut internationalisé au port de Hodeïda, mais on a peu de raisons, enfin, on espère être contredit par la réalité des pourparlers, mais pour l'instant, il est difficile d'imaginer que la sortie de la crise soit en vue à Genève. Merci François Burgard pour ce décryptage. À bientôt. Merci. Et puis, pour compléter cette page sur le Yémen et la situation humanitaire désastreuse à laquelle sont confrontés 22 millions de Yéménites, voici un reportage réalisé par notre collègue Pascal Weber de la télévision suisse alémanique. L'accès des journalistes est difficile, mais il a pu se rendre dans un camp de réfugiés dans la région d'Aden. Un camp de misère. Nous sommes à 1 heure de route de la ville d'Aden. Ces Yéménites ont tout perdu. Ici, il n'y a ni électricité, ni soins médicaux, ni école. 2000 personnes se partagent une seule toilette. Les 2 seuls réservoirs d'eau sont percés. Léali Abdou a 20 ans. Elle est paralysée, victime d'un bombardement. Je dormais quand les bombes sont tombées. Le mur de notre maison s'est écrasé sur moi. Je n'ai rien senti. J'ai juste entendu ma mère crier « Mes enfants !» Je ne savais pas ce qu'il se passait. Mais quand j'ai voulu me lever, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Léali et sa famille viennent de Taïs, une ville au centre du Yémen où la guerre a fait des ravages. 60% des victimes sont des civils. La mère de Léali garde en mémoire la nuit des bombardements. Les voisins sont venus nous aider, ils nous ont emmenés à l'hôpital, mais le médecin a demandé de l'argent et je n'en avais pas. Nous avons donc emmené Léali chez un autre médecin, mais il n'a pas pu l'aider. Ils sont des milliers de Yéménites à ne pas avoir d'argent pour se rendre chez un médecin. Suite au bombardement, Léali et sa famille ont trouvé refuge dans ce camp de fortune. C'est dur ici. Nous n'avons pas d'eau pour nettoyer, il n'y a pas de toilettes, pas de baignoire, il n'y a presque pas d'eau potable et il fait de plus en plus chaud. Le manque d'assainissement fait exploser les risques de maladies. 5000 Yéménites contractent le choléra chaque jour, c'est une moyenne. Et toutes les 10 minutes, un enfant meurt pour des raisons évitables. Le Yémen est en manque de tout. Mais difficile de faire entrer la nourriture, l'eau, l'électricité ou les médicaments. Les forces qui se battent sur le terrain se disputent l'aide internationale et bloquent la livraison des marchandises.
Un navire peut arriver avec des biens de première nécessité, avec des médicaments ou de la nourriture, mais nous n'avons pas l'autorisation de le laisser entrer. En ville, on tente d'oublier ce qui se passe tout autour. Je veux reconstruire le Yémen. Chaque enfant devrait avoir de l'espoir pour ce pays. Un pays en lambeaux, laminé par une guerre qui n'en finit pas. Parmi les sources d'informations que nous avons utilisées pour préparer cette émission, je vous suggère le site ONU Info. En décembre dernier, l'épidémie de choléra avait atteint déjà 1 million de personnes. Pratiquement aucune des 22 régions du pays n'est épargnée, souligne l'OMS, alors que seulement la moitié des établissements de santé sont en état de fonctionnement. À podcaster une émission du Grain à moudre sur France Culture avec cette question récurrente: pourquoi cette guerre suscite si peu d'attention? Je crois qu'il y a des raisons géographiques. L'isolement du Yémen dans un endroit justement encerclé par des pays extrêmement riches, l'isolement du Yémen qui n'est ni au Moyen-Orient ni au Maghreb et qui est regardé comme quelque chose de charmant et de folklorique, mais qui n'est pas et qui ne rapporte pas. En avril 1967, 5 ans après la chute de la monarchie religieuse, des journalistes suisses étaient les premiers occidentaux pour le magazine Continent sans visa à filmer en République du Yémen. C'est étonnant. Nous entraîne vers le palais de l'imam. La réception se terminera dans une rituelle orgie de Coca-Cola et de fruits au sirop venus de Chine nationaliste. C'est un document à retrouver sur le site des archives de la RTS. À propos d'archives, justement, voici notre nouvelle rubrique « Ce jour-là ». À travers elle, Géopolitis vous propose chaque semaine un événement qui a marqué l'évolution des relations internationales. Eh bien, ce jour-là, il y a tout juste 59 ans, l'inimitable général de Gaulle annonçait aux Français l'autodétermination de l'Algérie, un sujet de Marc Julmy. Ce jour-là, le 16 septembre 1959, marque le début de la fin pour l'Algérie française. Ce jour-là, le président Charles de Gaulle, revenu d'urgence aux affaires sous la pression des militaires qui s'agitent à Alger, se font d'une intervention télévisée qui va marquer l'histoire. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceux-ci ou de ceux-là, qu'obnubilent en sens opposé leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Le général de Gaulle, ce soir-là, coupe net le nœud gordien qui étouffe l'Algérie et la France. L'autodétermination, c'est la fin de l'ambiguïté et des fausses promesses. C'est aussi la clé pour en finir avec la sale guerre, les bruits de bottes, les ratissages dans le bled, les interrogatoires et la torture. Mais les Français le savent bien. L'autodétermination, c'est aussi la fin du vieux rêve colonial. Après avoir offert l'indépendance au Maroc et à la Tunisie, après avoir lâché les territoires d'Afrique noire, c'est l'Algérie qui s'en va. Car la démographie impose sa loi. Les Algériens de souche sont 10 fois plus nombreux que ceux issus de la métropole. L'issue du scrutin d'autodétermination ne fait aucun doute. Pour les colons, les petits blancs, le discours du général, c'est la mort de l'Algérie française. La tentative de putsch militaire des généraux d'Alger n'y changera plus rien. La dérive terroriste des pieds noirs de l'OAS non plus. Ce soir du 16 septembre 1959, le général a tranché. La route est tracée, la décision est prise. La partie est digne de la France.
Voilà pour cette page d'histoire. Cette édition de Géopolitis, comme toutes les autres, est à retrouver ou à podcaster sur notre site. Au nom de la rédaction, des équipes techniques, merci à vous tous de votre fidélité sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.